Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui terminer sur la crise de 1929 en voyant les dernières réponses politiques apportées à cette crise. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le protectionnisme, le déflationnisme et le populisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de l'État-providence. L'État-providence est un système politique dans lequel l'État assume la responsabilité du bien-être des habitants, en assurant des services publics tels que l'éducation, la santé ou la justice. Il donne également des prestations sociales pour aider les personnes dans le besoin. Cette idée est encore largement appliquée dans le monde actuel, bien que sa mise en œuvre varie énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, les pays d'Europe du Nord ont un système de protection sociale très important, alors qu'il est beaucoup moins généreux aux États-Unis. Revenons à notre crise de 1929. Le New Deal a été initié par le président Franklin D. Roosevelt en réponse à la crise économique. Roosevelt a pris ses fonctions de président des États-Unis en mars 1933 dans un contexte de grandes difficultés économiques. Il a rapidement mis en œuvre le New Deal, politique qui a élargi le rôle de l'État dans l'économie pour créer des emplois, réguler le système bancaire, soutenir l'agriculture et investir dans des infrastructures publiques. Bref, cette intervention de l'État dans l'économie est un aspect central des États-providence. L'une des premières initiatives de Roosevelt dans le cadre du New Deal a été la mise en place d'une politique de grands travaux. Des jeunes hommes étaient employés dans des projets de conservation des ressources naturelles tels que la reforestation, la construction de parcs et l'aménagement des terres, ainsi que dans la construction de grands projets d'infrastructures, notamment des routes, des ponts, mais aussi des écoles, des hôpitaux. Ces programmes visaient à créer des emplois pour les chômeurs, à stimuler l'économie en encourageant la demande des biens et des services, et en reconstruisant les infrastructures du pays. Il s'agissait de contrer les effets de la Grande Dépression. Ces programmes de grands travaux ont non seulement permis de réduire le chômage, mais ils ont également contribué à revitaliser l'économie en injectant des fonds dans les communautés locales et en améliorant les infrastructures, ce qui a eu des répercussions positives sur le commerce et les services. Les projets réalisés pendant cette période ont laissé un héritage durable, puisque de nombreuses infrastructures construites à cette époque sont encore utilisées aujourd'hui. La Social Security Act, c'est-à-dire la loi sur la sécurité sociale, a été adoptée aux États-Unis en 1935. C'est l'une des pièces maîtresses du New Deal. Cette loi a établi un programme d'assurance chômage, fournissant des prestations aux travailleurs qui perdaient leur emploi sans faute de leur part. Cela a permis de fournir un soutien temporaire aux personnes en période de chômage. La loi a également prévu des dispositions pour l'assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Elle a introduit un système d'assurance retraite pour les travailleurs, financé par des cotisations prélevées sur les salaires des employés et des employeurs. Les travailleurs pouvaient commencer à recevoir des prestations de retraite à partir de l'âge de 65 ans. Enfin, la loi a créé des programmes d'aide financière pour les familles dans le besoin, notamment l'assistance aux familles avec enfants à charge, AFDC, qui a été conçu pour aider les familles pauvres avec des enfants. En résumé, la Social Security Act a établi les bases d'un système de protection sociale aux États-Unis, visant à fournir un soutien financier aux travailleurs, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles dans le besoin. La loi sur le travail de 1938, officiellement connue sous le nom de Fair Labor Standards Act, a fixé un salaire minimum national pour les travailleurs, garantissant
un revenu de base pour les employés. À son adoption, le salaire minimum était de 25 cents de l'heure. La loi a également établi une limite sur le temps de travail, stipulant que les employés ne pouvaient être tenus de travailler plus de 40 heures par semaine sans recevoir de paiement supplémentaire pour les heures supplémentaires. D'ailleurs, ces heures supplémentaires devaient être rémunérées à un taux d'au moins 1,5 fois le taux horaire normal. Cette loi a aussi introduit des protections pour les enfants en interdisant le travail des enfants dans de nombreuses industries afin qu'ils aient accès à l'éducation. La loi s'applique tant aux travailleurs du secteur privé qu'à ceux du secteur public. Ainsi, cette loi a contribué à améliorer les conditions de travail aux États-Unis. Voyons maintenant la loi sur le logement de 1937, connue sous le nom de Federal Housing Act. Elle a été adoptée dans le cadre du New Deal pour répondre à la crise du logement et pour améliorer les conditions de vie pendant la Grande Dépression. Cette loi a permis la création de logements publics pour fournir des logements abordables aux familles à faible revenu. Elle a donné aux municipalités la possibilité de construire des projets de logement public qui étaient financés par des subventions fédérales. La loi a également introduit des normes et des règlements pour les projets de logement public visant à garantir que tous les nouveaux logements construits soient construits selon des critères de qualité et de sécurité. Ainsi, le New Deal a largement contribué à faire sortir les États-Unis de la crise. Les programmes de grands travaux ont généré des millions d'emplois. En offrant des emplois et des programmes d'assistance sociale, le New Deal a aidé à réduire la pauvreté parmi les familles à faible revenu. Des mesures comme la Social Security Act ont créé des filets de sécurité pour les personnes âgées, pour les chômeurs, pour les familles dans le besoin. Enfin, les investissements gouvernementaux dans les projets d'infrastructure, mais aussi dans l'agriculture et dans l'industrie, ont stimulé la demande pendant une période où la consommation était au plus bas. Le New Deal a entraîné des changements structurels dans la relation entre le gouvernement et l'économie, établissant un système d'État-providence. Dans une seconde partie, nous allons aborder le cas de la France. En France, le Front populaire a gouverné de 1936 à 1938 et ce fut un moment clé dans l'établissement d'un État-providence moderne. Le Front populaire était une coalition, c'est-à-dire une union de partis de gauche, incluant le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical. Il a été élu dans le contexte de la montée en puissance des ligues d'extrême droite et du fascisme en Europe. Au niveau économique, c'est encore le contexte des conséquences de la Grande Dépression, avec un chômage élevé, de la pauvreté et des conflits sociaux. Léon Blum a été nommé président du Conseil en juin 1936. C'était donc le chef du gouvernement du Front populaire, ce que l'on appelle aujourd'hui le Premier ministre. Vous pouvez le voir au centre de cette photographie, il porte une moustache et il est assez grand. Je crois qu'il mesurait près d'1,80 m, ce qui était assez rare à l'époque. L'une des réalisations majeures du Front populaire a été la négociation des accords de Matignon. Ces accords ont été signés en juin 1936. Ils sont le résultat de négociations entre le gouvernement du Front populaire, dirigé par Léon Blum, les représentants des syndicats de travailleurs, ainsi que des organisations patronales. Un syndicat est une organisation de travailleurs d'une même profession ou d'un même secteur d'activité ayant pour objectif de défendre des intérêts professionnels communs. Ces accords ont été établis dans un contexte de tensions sociales croissantes, avec de nombreuses grèves et des revendications des travailleurs pour de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et des droits syndicaux. Le gouvernement du Front populaire cherchait à apaiser les tensions et à instaurer un climat de paix sociale. Les négociations se sont tenues à Matignon, qui était la résidence du président du Conseil.
Aujourd'hui encore, le Premier ministre siège à l'hôtel Matignon. Les accords de Matignon ont joué un rôle clé dans la mise en place de conventions collectives. Les conventions collectives, ce sont des accords sur les conditions de travail, c'est-à-dire par exemple sur les salaires ou sur les horaires. Et ces conventions collectives, elles sont décidées conjointement par les salariés et les employeurs. Les accords de Matignon ont également abouti à plusieurs mesures importantes, dont l'instauration de la semaine de travail de 40 heures sans réduction de salaire et l'octroi de 15 jours par an de congés payés pour les travailleurs. Ainsi, la politique du Front populaire a non seulement contribué à l'amélioration des conditions de travail et à la mise en place de mécanismes de dialogue social entre employeurs et employés, mais elle a aussi jeté les bases d'un État-providence qui sera mis en place par le gouvernement provisoire après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'arrête là. J'espère que cette série de vidéos sur la crise de 1929 vous auront aidé à bien comprendre cette période. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.